Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le leadership militaire, mais sous un angle qui est peut-être un peu inhabituel pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, le leadership dans les forces armées. On a une image du leadership souvent dans les forces armées, puis je le sais parce que je parle aux gens. On parle de rigueur, on parle de discipline, on parle de quand le chef décide d'aller par là, tout le monde suit. Moi, je peux vous dire que des fois, c'est souvent, oui, les gens suivent, mais des fois, ça ne suit pas. Puis il y a des bonnes raisons des fois pour ça. Une des grosses raisons, c'est parce que le chef n'est pas compétent. Ou les suiveurs pensent que le chef va les faire tuer, qu'il va les amener dans un guet-apens ou quoi que ce soit. Donc, il faut être très compétent et il faut chercher à trouver le respect et à inspirer le respect de ses troupes. Donc, tout ça, c'est articulé en fonction de ce qu'on appelle les principes militaires du leadership. Il y en a 10 que moi j'ai appris dès mes débuts comme élève officier dans les Forces armées en 1980, et puis que j'ai appliqué tout au long de ma carrière. Et puis, ce sont des principes de leadership qui s'appliquent, peu importe le grade, peu importe vos fonctions dans les Forces armées, que vous soyez officier, sous-officier, simple soldat, général, amiral, contre-amiral, quoi que ce soit. On cherche à mettre en application et à vivre ces principes-là. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette notion-là. Suivez-moi, les 10 principes militaires du leadership, et ce que ça peut représenter pour vous. Parce que c'est applicable, peu importe notre domaine d'activité, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Donc, je vais parler pour environ, là, il est 8h08, pour environ 25 minutes. Puis ensuite de ça, on fera une petite session questions et réponses, une discussion un peu plus freeform, comme on dit, pour pouvoir parler des notions du leadership et comment est-ce que ça peut s'appliquer à votre réalité. Donc ici, j'ai une photo. La photo en haut à gauche, c'était ma photo de peloton. J'étais commandant de peloton, donc lieutenant à l'époque. En fait, je venais d'être promu au grade de capitaine en Allemagne. On avait fait un exercice de patrouille et puis à la fin, on avait des photos de peloton comme ça. Donc, j'étais très fier. Et puis, jusqu'à ce moment-là, c'était le summum de ma carrière. J'avais fait mes 5 ans au Collège militaire royal de Saint-Jean. Et puis, en 88-89, j'étais commandant de peloton en Allemagne. Et puis, on avait fait cet exercice-là. La photo en bas, c'est ma photo de compagnie. J'étais commandant de la compagnie C au 1er bataillon du Royal 22e Régiment à Valcartier. Mais là, on était à Gagetown pour des manœuvres. Et puis ça, c'était presque l'ensemble de ma compagnie. Donc, je vous montre ça pour vous montrer qu'on commence petit, puis on finit par agrandir notre cercle d'influence, notre cercle de responsabilité. Et puis, dans les Forces armées, comme dans la majorité des organisations, on essaie de donner les fonctions de leadership le plus possible à des gens qui savent ce qu'ils font. Et puis, qui sont dignes de respect et que les gens vont respecter et suivre. Dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc., peu importe les pays que ce soit, on peut marcher avec la main de fer. On peut utiliser la main de fer, l'autorité du commandant. Okay? On a des gros pouvoirs quand on est un chef militaire, surtout un officier supérieur. Mais si on est obligé de l'utiliser, la façon que moi j'ai appris le leadership, c'est si on est obligé de s'en remettre à notre autorité, à la loi, si on veut, c'est une défaite. On veut que les gens veuillent nous suivre. On veut que les gens soient volontaires pour nous suivre et pour embarquer dans notre mission. Et il faut travailler ensemble, il faut créer cette cohésion, cet esprit de corps-là, cet esprit de groupe pour former un ensemble cohérent qui va aller accomplir sa mission. Et pour ça, c'est mieux que les gens vous suivent et que vous les tirez de l'avant, que vous les menez de l'avant, dirigez de l'avant, que d'être obligé de les pousser de l'arrière. C'est un peu comme, je ne sais pas s'il y en a que, il y a environ 10 ans, il y avait un film, Stalingrad, mettant en vedette, entre autres, Jude Law, qui était un tireur d'élite. Et puis, on voyait au début comment que les Soviétiques marchaient. On mettait un paquet de paysans qui avaient reçu presque pas de formation, et puis on avait des mitrailleuses en arrière d'eux. On les envoyait vers le front, attaquer frontalement les Allemands, puis on leur disait, si vous tournez de bord, nous, on va vous tirer dessus aussi. Bien, ça, c'est pas
l'approche au leadership que moi je préconise, puis qui ne devrait jamais être préconisée. Je vais rentrer en plus de détails tantôt. En haut à droite, c'est l'emblème de l'infanterie canadienne. J'étais officier d'infanterie. Mais ce qui est important, c'est que ça dit « Doukimus », qui veut dire « suivez-moi » ou « suivez-nous ». En anglais, c'est traduit « We lead ». Ça, c'est bon pour l'infanterie, mais c'est bon aussi pour la philosophie de leadership. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, faites en sorte qu'il veuille vous suivre. Pas juste par curiosité, voir qu'est-ce qui va arriver, mais parce qu'ils veulent vous suivre, puis ils savent, ils ont confiance en vous, que vous allez les amener à bon port. Ça, c'est deux personnes qui ont été une grande inspiration pour moi durant ma carrière militaire et pour bien d'autres gens. Celui qui est à gauche s'appelle Bert Hofmeister, qui était un jeune officier lors de la Seconde Guerre mondiale. Il venait de Vancouver. Et puis, son régiment, c'était le Seaforth Highlanders. C'est pour ça qu'il y a ce chapeau-là. Ça s'appelle un Balmoral. Donc, c'était un régiment écossais. Et puis, ce qui est intéressant avec Hofmeister, c'est qu'il est reconnu comme probablement le chef de guerre le plus efficace et le plus respecté de toute l'armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Et quand on lit les écrits sur lui, de façon presque uniforme, qu'est-ce qui ressortait? Il ne poussait pas ses hommes de l'arrière, il les menait de l'avant. Et puis c'est la même chose aussi pour l'individu qui est à droite, Jean-Victor Allard, qui était originaire de Trois-Rivières, et puis qui a fini sa carrière militaire dans les années 60, le premier chef d'état-major de la défense des Forces armées unifiées, et aussi le premier francophone à occuper ce poste-là. Et fait encore plus notoire, au début des années 60, c'est le seul Canadien de toute l'histoire, et en plus un Canadien français, un Québécois, qui a commandé une division britannique, de l'armée britannique. Parce que nous, à ce moment-là, on avait des troupes avec les Britanniques en Allemagne. Donc, dans les deux cas, il ne poussait pas les hommes de l'arrière, il les menait de l'avant. Donc, c'est l'effet, moi j'appelle ça pull leadership. On tire les gens vers nous, puis on les amène vers notre destination, vers notre objectif. C'est ça qu'on cherche à faire avec le leadership militaire et avec le leadership en général. Faire en sorte que les gens aient tellement confiance en nous, ils croient tellement en nos capacités, ils nous respectent. Comme mon ami Claude dit, pour être respecté, il faut être respectable. OK? Et puis, comme mon frère, il dit, en anglais, il dit « Leadership can be learned, but it has to be earned ». Il faut mériter son poste de leadership. Donc, c'est la philosophie sous-jacente au leadership militaire et que moi, je préconise dans tous les domaines. Maintenant, ici, je présente plusieurs photos de grands chefs, certains que vous connaissez peut-être, d'autres que vous ne connaissez sûrement pas. Ce qui est intéressant, c'est que si on demande à un Québécois c'est qui l'homme d'affaires le plus respecté au Québec, je pense presque à toutes les années, c'est M. Coutu, Jean Coutu. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il porte tout le temps son sarrau de laboratoire. Je pense qu'il n'a probablement pas formulé comment est-ce qu'on appelle ça, des prescriptions pharmaceutiques depuis bien des années, mais c'est comme ça qu'il s'habille, parce que ça projette une image de confiance, etc. Donc, il s'est ajusté aux besoins de sa société, de la culture dans laquelle son entreprise connaît un succès énorme, et c'est important. Encore une fois, un autre Québécois qui est très reconnu, naturellement, Jean Béliveau. Jean Chrétien lui avait demandé s'il était intéressé d'être gouverneur général du Canada. Et puis, lui, il avait refusé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça montre un peu quelles sont les icônes du leadership ici au Canada, tant au niveau des affaires qu'au niveau de la vie en général. En haut à gauche, Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas une personne gentille. Okay? C'était une personne très difficile. Quand on lit, quand on s'aperçoit à quel point les gens trouvaient ça très difficile et exigeant de travailler avec lui, il était déplaisant dans bien des cas. Mais ce qui était important, c'est que les gens voulaient travailler avec lui, ou une certaine classe de gens voulaient travailler avec lui, parce qu'ils savaient qu'il allait soutirer le meilleur de ces personnes-là. Le plus de créativité,
pour aller atteindre des objectifs, accomplir des choses qu'il ne serait pas en mesure d'accomplir seul ou sans l'aide de cet individu-là. Samuel de Champlain, une personne que moi j'admire personnellement, de façon intéressante, fait notable, la meilleure biographie de Samuel de Champlain est écrite par un Américain, qui est maintenant traduit en français, David Hackett Fisher. Quand j'étais à Dubaï pour donner de la formation au mois d'août, j'ai commencé mon cours, j'ai demandé aux gens, qui sont les chefs que vous admirez? Donc, naturellement, on parle de gens au Moyen-Orient, des gens dans le Golfe Persique. Bien, ce n'est pas nécessairement de Steve Jobs ou de... Ils ne savent même pas c'est qui, Jean Coutu, mais qu'est-ce qui sort? En bas à gauche, le Cheikh Zayed, le fondateur des Émirats arabes unis. Ce n'est probablement pas l'image d'un chef que nous, on voudrait suivre, mais dans cette société-là, c'est une personne qui est très admirée et qu'on considère très efficace comme chef. C'est un autocrate, c'est un tyran. Ce n'est pas un dictateur dans le sens où il essaie de tuer tout le monde, mais c'est un tyran. C'est une personne qui a le pouvoir absolu dans ce pays-là. Il est décédé maintenant, c'est son fils qui a pris le pouvoir. C'est une monarchie héréditaire. Mais ça montre comment chaque société a ses idées différentes de qu'est-ce que c'est un leader. D'autres personnes m'ont dit Nelson Mandela. La personne qui venait du Nigeria disait Nelson Mandela. Donc, pour un Africain, Nelson Mandela, c'est sur un piédestal. En bas à droite, c'est qui? Genghis Khan, le grand chef de guerre mongol. Mais je disais quelque chose la semaine dernière ou cette semaine, et puis on parlait de c'est quoi l'image du guerrier, pas l'image du guerrier, mais l'image du chef en Mongolie. C'est Genghis Khan, c'est leur héros national. Il a tué combien de millions de personnes en Europe, puis au Moyen-Orient, mais pour eux, c'est un grand héros. Donc, on montre que chaque société et chaque groupe, chaque regroupement professionnel a son idée sur le leader idéal. Qu'est-ce que c'est le leadership? Le général Jacques Dextraz, c'était un autre chef de guerre canadien, et puis qui a aussi fini comme chef d'état-major de la Défense durant les années 70. Et puis, lui a défini le leadership de façon très simple. C'est l'art d'influencer les gens pour atteindre une mission. Quand je demande aux gens, je dis, qu'est-ce que c'est pour vous le leadership? On me dit, bon, ben, c'est donner une vision, c'est dire aux autres quoi faire, c'est tracer la piste, tracer la route très clairement, donner des balises, etc. Oui, c'est tout ça. Mais fondamentalement, ce que c'est d'influencer les gens, influencer leur comportement, leur pensée, pour qu'ils agissent d'une certaine façon, de la façon voulue par le chef. Donc ça, c'est la définition militaire du leadership, mais c'est la définition globale du leadership universel. Ça vaut dans toutes les circonstances. Okay? Donc, encore une fois, c'est le modèle de leadership que moi je préconise et que probablement la plupart des gens préconisent. Ce qui est intéressant, on parle du fait que c'est un art. Un art, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. On ne peut pas apprendre le leadership dans les livres. Il y a des maîtrises en leadership à cette heure. Il n'y a rien de mal avec ça, mais peut-être si on veut faire une recherche comme psychologue ou quoi que ce soit, psychologue industriel, psychologue social, spécialiste dans ces domaines-là, peut-être ça a de l'allure. Mais on apprend à être leader par une interaction entre la théorie, entre l'apprentissage, les connaissances et la mise en pratique sur le terrain. Et on parle d'une mission. Si vous voulez juste vous tenir avec les gens, réseauter, avoir des amis, il n'y a rien de mal à ça, vous cherchez à les influencer, mais ce n'est pas une situation de leadership. Quand on est dans une situation de leadership, on est en avant, on prend des décisions, on est la personne que les gens regardent. Quels sont ces fameux principes de leadership-là? Je vais les présenter plus en détail dans quelques minutes, mais la raison pourquoi je montre ça, c'est qu'il y en a 10, puis c'est comme un engrenage. Ils vont tous ensemble. Puis un principe, ce qui est important, souvent les gens parlent d'un principe. Un principe, c'est quelque chose qu'on peut ignorer. Un principe, c'est comme un guide, une balise pour le comportement, pour la prise de décision, quoi que ce soit. En fait, un principe, c'est une règle. C'est l'origine même, c'est, quand on regarde la définition, c'est une règle, c'est une loi
quand on parle en science du principe d'incertitude ou du principe de relativité, ce sont des principes fondamentaux, ce sont des lois de l'univers. Bien, on peut parler des lois du leadership. Et puis, qu'on parle d'atteindre la compétence professionnelle, accepter des responsabilités, donner l'exemple, etc., etc., ce sont des principes. Si on les brise, les choses vont mal aller. Moi, je les connais intimement, ces principes-là, principalement parce que je les ai tous brisés à un moment donné dans ma carrière ou dans ma vie. Probablement, la plupart du temps, pas intentionnellement. Je ne partais pas avec l'intention de briser ces règles-là ou ces principes-là, mais souvent par ignorance, par inadvertance, par manque d'expérience, ou parce que, comme on dit en anglais, I thought I could get away with it. Je pensais que je pouvais m'esquiver. Ça revient toujours nous mordre dans le derrière. Ce sont des principes de base, il faut les respecter. Et ils sont applicables dans tous les aspects de la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, ces 10 principes aussi d'application universelle. Je passe très rapidement. Viser la compétence professionnelle. La compétence est au cœur du leadership. Plus vous êtes compétent, plus vous avez de crédibilité, plus vous êtes compétent et respectable, les gens vont vous respecter, ils vont être prêts à vous suivre. En d'autres mots, le fameux vieux dicton « Faites ce que je dis, pas ce que je fais », ça ne marche pas. Il faut commencer par la compétence professionnelle. Pour devenir compétent, il faut savoir évaluer ses forces et faiblesses. Il faut savoir aussi s'améliorer, se perfectionner, chercher l'excellence. Il faut rechercher et accepter les responsabilités. Quand on est chef, quand on est dirigeant, leader, on prend nécessairement des risques pour nous et pour les gens qu'on dirige. Je lisais dernièrement beaucoup sur, par exemple, l'histoire des... Vous savez, les gouvernements, ils disent « vous devriez manger ci, vous devriez manger ça, pas plus de gras que ci, pas plus... » Mais c'est une grande responsabilité, dans le fond. Et des fois, on croirait que les gens qui prennent ces responsabilités-là ou qui prennent ces décisions-là ne réalisent pas toute l'ampleur potentielle de ces décisions-là. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Il faut diriger par l'exemple. Comme on dit, faites ce que je dis, faites pas ce que... C'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça ne marche pas. Ceux qui ont eu des adolescents, surtout des adolescentes, le savent. Si vous faites quelque chose et vous dites une autre affaire, vos enfants probablement vont vous le remettre en pleine face. Mais c'est la même chose quand vous êtes dans une situation de leadership, sauf que souvent, ils ne vous le diront pas. Le Canadien français, le Québécois moyen, souvent, il va vous le dire. OK? Mais, règle générale, ce n'est pas assuré. OK? Donc, il faut donner l'exemple. Vous êtes sur un piédestal, vous êtes en avant, les feux sont sur vous, les spots sont sur vous. Il faut respecter ça. Malheureusement, beaucoup de nos chefs oublient ça. C'est probablement la chose que j'ai plus souvent oubliée dans l'armée. D'un autre côté, on n'est pas obligé d'être parfait. Ce que les gens veulent, c'est qu'on essaye, qu'on soit intègre et honnête. Si vous faites une erreur, OK, j'ai fait une erreur, trouvons une solution ensemble. OK? Ça, c'est donner l'exemple d'honnêteté, d'intégrité, de correction. Quand j'étais jeune militaire, j'étais en Europe, justement, on m'avait dit, tu vas amener un peloton, ça c'est un groupe d'environ 35 soldats, tu vas amener un peloton avec toi en France, avec notre unité affiliée, le 7e bataillon de chasseurs alpins, Tignes, pas loin de Val d'Isère, en France. Et puis, eux, ils faisaient un cours de brevet d'alpinisme militaire. Un des aspects du brevet, il fallait faire du rappel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du rappel avec un siège suisse. Moi, dans l'armée canadienne, j'avais appris de faire le rappel avec un siège suisse puis un mousqueton. Eux, ils nous apprenaient ça, le rappel en S, comme ça. Assez précaire. Merci. J'ai dit, moi, je suis le commandant de peloton, je vais y aller en premier. Sauf que j'ai fait une gâche, je me suis renversé à l'envers, j'avais l'air ridicule. Mais, par après, les gars sont tous venus me voir et ont dit « Faites-vous-en pas, lieutenant, vous étiez le premier, ça n'en prenait un, puis vous avez récupéré, puis on est fiers de vous quand même. » Donc, j'avais fait une gaffe, mais ils ont dit « Il est le premier à aller », puis j'avais peur. J'avais des craintes. Moi, je n'aime pas ça, les hauteurs. Donc, il faut se mettre dans ces situations-là. S'assurer que vos suiveurs comprennent vos intentions et les diriger dans l'exécution de votre mandat. Ça, c'est très important. J'avais un client,
il y a quelques années, on avait fait tout un gros mandat de planification stratégique, nouvelle stratégie, mission, vision, le plan, quoi. Sauf, puis moi, je lui disais, il faut que tu communiques ça. Ça ne faisait pas partie de mon mandat de communiquer ça à son entreprise, aux employés, aux membres de son équipe de direction. Il a gardé ça pour lui. Pas parce qu'il voulait être malicieux. Il ne voyait pas la nécessité de répandre cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle-là. Mais à un moment donné, il m'a réembauché pour un autre mandat, qui était de travailler avec une direction, une équipe au sein de son entreprise pour aider à améliorer leur processus de vente. Et puis, je les amène dans la salle, les acteurs principaux, et puis je leur dis, OK, on est ici pour faire ça, on va analyser votre situation, est-ce que vous avez des suggestions, amenez vos points, etc. Puis là, ils disent, moi j'ai une question, est-ce que le patron veut se débarrasser de nous? J'ai dit, pourquoi que vous posez cette question-là? Elles étaient très inquiètes. Parce qu'ils me voyaient dans les parages, un consultant. Qu'est-ce que ça fait un consultant? Dans l'esprit de bien des gens, c'est là pour couper. C'est pas vrai, mais il y a des gens qui pensent ça. La machine à rumeurs s'est mise en marche et, comme on dit, prochaine chose qu'on sait, eux autres se sont mis à craindre qu'il y avait l'intention de fermer la division ou de la vendre ou de s'en débarrasser. Moi, j'ai dit, mais je ne pense pas qu'il aurait investi dans mes services s'il avait l'intention de faire ça. Je suis allé voir mon client par après, j'ai dit, il faut que tu briefes tes gens, il faut que tu lui laisses savoir c'est quoi tes intentions. Le gros avantage de ça, c'est quand les gens connaissent vos intentions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent s'aligner. On sait c'est quoi la mission, on sait c'est quoi la vision du boss, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ils peuvent utiliser leur initiative et leur motivation intrinsèque pour le bien de l'entreprise, pour le bien de l'équipe ou de l'organisation. Puis vous n'avez pas besoin d'être un chef d'entreprise pour mettre ça en œuvre comme vision. Même si vous dirigez une personne, vous pouvez utiliser cette vision-là, vous pouvez utiliser cette approche-là. Assurez-vous que vos suiveurs connaissent vos intentions, les comprennent, puis les diriger dans l'exécution du mandat. Les diriger dans l'exécution du mandat, ça veut dire confirmer qu'ils ont bien compris. Est-ce que tu as compris ce que je m'attends de toi? Est-ce que tu as les outils que tu as besoin? As-tu toutes les ressources que tu as besoin de faire ça? Oui, boss. Non, boss, j'aurais besoin d'un budget additionnel. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Ça change les priorités. On va prendre des mesures parce que c'est suffisamment important. Les gens peuvent partir, aller à une conférence, aller à une rencontre, aller rencontrer un client sur le terrain, s'apercevoir, oh mon Dieu, il y a des choses qui se passent ici, c'est des opportunités pour notre entreprise. Ils peuvent revenir, parler à leur patron, parler aux autres. Il y a un foisonnement, il y a un bouillonnement par le bas, des idées qui montent. Pourquoi? Parce que les gens savent c'est quoi les intentions, puis où vous voulez amener ça, cette barque-là. Très, très, très important. Je mets des coches à côté du numéro 1 et du numéro 5 parce que c'est vraiment l'accent que je veux mettre aujourd'hui. C'est viser la compétence professionnelle. La compétence est au cœur du leadership. Si vous voulez être un chef, le secret, s'il y a un secret de base, c'est de ne pas être aimé. Cherchez pas à être aimé, cherchez à être respecté. Ça passe par la compétence et ça passe par le comportement éthique. Et puis aussi, s'assurer que les gens comprennent où vous voulez en venir pour qu'ils puissent être motivés de façon intrinsèque à travailler pour vous et pour le bien de l'organisation. Connaître vos suiveurs et promouvoir leur bien-être. Ça ne veut pas dire tout leur donner. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça peut être pour développer les gens, pour les donner les outils qu'ils ont besoin, les connaître, savoir c'est quoi leurs forces et faiblesses, savoir c'est quoi leurs besoins en termes de formation, en termes de développement, en termes de perfectionnement. Ça englobe tout. Développer aussi leur potentiel de chef. Parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus là. On dit le meilleur compliment qu'on peut donner à un chef dans l'armée, c'est que s'il disparaît, la machine continue à tourner. C'est drôle à dire, mais l'idéal, c'est que les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, même si vous n'êtes pas là. Ça, c'est l'idéal de leadership. On voit la nécessité de ça, naturellement, dans l'armée, parce qu'il y a des gens qui se font blesser, il y a des gens qui se font tuer. Mais dans l'entreprise privée, c'est la même chose. Il y a des mises à pied, il y a des départs,
quelqu'un se fait offrir un emploi ailleurs. Dans la petite entreprise, c'est quoi le gros problème? C'est la succession. Comme je donnais l'exemple plus tôt ce matin, l'entrepreneur, il a tout dans sa tête. Ses collègues, ses collaborateurs vont le voir puis lui disent « Écoute, dis-nous, c'est quoi les processus? Il faudrait mettre ça sur papier. Il faudrait formaliser un peu nos processus, nos listes de clients, nos listes de fournisseurs. Non, j'ai tout ça dans la tête, j'ai pas le temps. Mort. C'est une crise cardiaque à 53 ans. L'entreprise a quasiment fait faillite. Pourquoi? Parce que tout était entre ses deux oreilles. OK? Donc, il faut connaître ces gens, il faut développer leur potentiel de chef, donner l'information, puis les amener dans la barque pour qu'ils comprennent où on s'en va et développer ça ensemble. Prendre des décisions appropriées au bon moment. Comme le vieux dicton dit en anglais, « Lead, follower, get out of the way ». Tu prends des décisions et puis tu vis avec les conséquences. On peut consulter, on peut amener d'autres pour nous aider. Comme je vous disais, je vous parlais de Bert Hofmeister à la Seconde Guerre mondiale. Une de ses caractéristiques, c'est qu'il rassemblait ses chefs subalternes avant une grosse opération. Il lui disait « Voici ma mission que j'ai reçue de mon patron, de mon commandant. Voici les paramètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les facteurs qu'on devrait considérer? » Ils développaient ensemble le plan. Comme ça, quand ils partaient au combat, et puis l'inévitable arrivait, il y avait des pertes, il y avait des difficultés, des obstacles, l'ennemi faisait quelque chose qui ne s'attendait pas, bien, les gens pouvaient s'ajuster. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'intention, puis ils avaient aidé à formuler ce plan-là. Ils étaient embarqués, engagés pleinement. Bâtir la cohésion et l'efficacité de l'équipe. Employer chacun au maximum de ses capacités. La cohésion, c'est très important. Et puis, ça va au-delà de l'esprit d'équipe, au-delà de l'efficacité. La cohésion, c'est qu'on fonctionne comme une machine, mais encore mieux, comme un organisme. Je vais vous parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Et puis, finalement, gardez vos suiveurs au courant de la mission, des changements de situation et du portrait global. Ça vient un peu à l'exemple que je vous ai donné plus tôt. Moi, quand j'étais avec le patron de l'entreprise que j'avais conseillé, mais qui avait omis de donner sa vision à tout le monde dans l'entreprise. Mettez-les dans le picture, comme on dit. Gardez-les informés. Ils vont vous amener de l'information aussi. « Ah, on ne savait pas ça, boss. Saviez-vous ça? » Donc, les gens peuvent s'ajuster et vous allez avoir de l'information que vous n'auriez pas normalement. Quand j'étais en Bosnie, moi, je vous dirais que 90% de mes renseignements, l'intelligence, comme on dit, sur qu'est-ce qui se passait dans mon secteur avec les Croates, avec les Serbes, etc., avec les forces de l'ordre, me provenaient de mes soldats qui partaient en patrouille, puis là, on faisait un genre de débriefing à tous les jours. Ils connaissaient la mission, ils connaissaient les paramètres globaux de la mission, et puis ils pouvaient m'informer, m'amener de l'information basée là-dessus. OK? Donc, ça aussi, c'est très critique. Je vais juste passer très rapidement sur un facteur ou une notion que je veux élaborer un peu plus. Sur ce dernier point-là, de garder les gens de les garder au parfum de la situation et de savoir où vous voulez aller. Vous avez une entreprise, il y a une mission et une vision. Tout le monde doit la connaître. Mais vous êtes un chef de service ou de division. Vous recevez des tâches, des ressources, vous avez des responsabilités. Donc, vous êtes au niveau divisionnaire, au milieu. Vous devez contribuer aux résultats et à la performance de l'ensemble, de l'entreprise ou de l'organisation dans son ensemble. Et vous avez aussi vos équipes qui se rapportent à vous, et eux, ils ont leurs individus qui se rapportent à eux. Chaque niveau doit avoir sa vision et sa mission. On doit comprendre la vision et la mission d'ensemble, et puis le département ou la division ou le service doit comprendre ça, et puis avoir sa propre vision et mission. Il y a trop de chefs dans les entreprises, dans les organisations, qui n'ont pas de vision pour leur service. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut être meilleur dans 2 ans ou 3 ans, plus performant? Est-ce qu'on peut prendre tous les gens qui sont avec nous, puis les englober là-dedans, les faire embarquer, donner des idées, donner des solutions possibles, signaler des problèmes, signaler des changements de situation, que ce soit au niveau concurrentiel ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est fondamental pour la bonne marche de l'organisation, et c'est au chef de créer cet environnement-là, où une information latérale, du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Et ce qui est
ironique peut-être pour bien des gens. On pense à l'armée, on part par là, puis tout le monde va. Sauf dans la marine, où quand le capitaine du vaisseau dit « on tourne à gauche », en fait à bâbord, là, c'est ça, à gauche, c'est à bâbord, bien, tout le monde, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils suivent, ils sont sur le bateau. Mais dans l'armée de terre, tout le monde se promène sur le terrain, ils sont à des kilomètres à la ronde, ils ne se voient pas, on communique par radio quand ça marche, ou par satellite, ou quoi que ce soit. Mais il faut que les gens comprennent pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction. Et puis, passer outre les obstacles. C'est ça qui va vous permettre de faire ça. Vous devez donner une mission et une vision à votre service, à votre groupe. Et puis, finalement, je vais juste terminer avec ce concept-là, qui est le concept du moral, de l'unité, de la cohésion et de l'état d'esprit. Et que tout ça, ça c'est la dynamique organisationnelle dans sa forme la plus simple. Peu importe ce qu'on fait dans la vie ou notre domaine d'activité, ça prend du moral, ça prend une unité, de la cohésion et un bon état d'esprit. Mais souvent, les gens confondent moral et état d'esprit. Ah, les gens sont de mauvaise humeur, le moral est bas. Bien, il y a une différence entre les deux. Quand j'étais en formation comme officier, un peu comme un cours style CIREM, cours d'état-major, commandement d'état-major, et puis on avait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. On avait été visiter les champs de bataille en Italie. Et puis le brigadier, celui qui est devenu un brigadier général de filles, à un moment donné, les gens posaient des questions sur le moral. Comment était le moral des troupes? Comment était le moral des soldats? À un moment donné, il se lève et il dit, je vous entends poser ces questions-là sur le moral. Moi, je vais vous dire une chose. Le moral était bon. Est-ce que les soldats chialaient? Il dit continuellement. Il faisait trop chaud, trop froid, la bouffe n'était pas bonne, la bouffe était trop froide, il n'y avait pas assez d'eau, il y avait trop d'eau, trop de pluie, pas assez de pluie, trop de soleil. Ils chialaient continuellement. Est-ce qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour la mission et à gagner? Est-ce qu'ils voulaient gagner? Il dit oui. Et on en était convaincus. Donc, le moral était élevé. Ne confondez pas état d'esprit dans l'unité ou dans le service ou quoi que ce soit, ou l'organisation, avec morale. Donc, tout ça, ça marche ensemble, mais ça dépend de la mission, de la vision et du leadership que vous donnez. C'est à vous de formuler une mission et une vision pour votre organisation, pour votre équipe. Vous pouvez consulter, vous pouvez être démocratique, participatif, mais il faut amener ça. C'est à vous de formuler ça et d'amener ça dans le portrait. Donc, c'est ce que j'ai à dire, compte tenu du temps. Il est à peu près 9h moins 20. Donc, j'ouvre la salle pour des questions. Oui. Merci. Gaétan, c'est ça. Oui, Gaétan Rabel. Je suis d'accord avec tout ce qui a été partagé jusqu'à maintenant. Très bon matériel. Merci. Mais je veux partager au groupe quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine. Pour moi, ça a été comme une révélation en soi. Son nom, c'est Benjamin Desmarais, PDG de Fibre Noire. Okay. Il a gagné le prix du PDG de l'année des Investissements Québec. Son entreprise, c'est 50 employés, 25 millions de chiffre d'affaires. C'était dans un cadre de l'Association québécoise de technologie. Et la question est à poser, comment est-ce qu'ils ont réussi finalement à amener une cohésion d'équipe? Puis c'est bien, c'est assez simpliste, mais ça a beaucoup de vérité en réalité. C'est les valeurs. L'habilité à communiquer et l'adhérence aux valeurs de l'entreprise. Chaque employé qui est recruté doit adhérer à ces valeurs-là. Puis les valeurs sont assez simples. On parle de transparence, responsabilité, innovation, performance. Puis ce qui a complémenté cette information-là, c'est que j'ai lu quoi dans le New York Times cette semaine, qui est assez révélateur, puis même choquant, c'est que dans les entreprises nord-américaines, seulement 30% des employés adhèrent aux valeurs de leur entreprise. Et il y a une relation directe entre l'adhérence à ces valeurs-là et le rendement financier. Oui. Je trouvais l'information très, très pertinente, puis je voulais le partager. Bien, ça rejoint ça, mais il y a une notion du commun dans la valeur, puis c'est de communiquer les valeurs, puis ce qui est attendu de la part des gens. Bien, c'est un job à temps plein. Je veux dire, il faut continuellement, il ne faut jamais arrêter. Et puis, une des choses avec les valeurs, souvent, je vais montrer ces 10 principes-là, je vais en parler. En fait, je suis en train d'écrire un autre livre là-dessus, juste sur ces principes-là.
J'ai un chapitre dans mon livre qui parle du leadership et des principes, mais là, je veux éclater ça, un chapitre par principe. Il y a des gens qui me disent, c'est très simple, ça. Il me semble que c'est une évidence. Comment on appelle ça? Une vérité de la palisse. Un quart d'heure avant sa mort, il était toujours vivant. C'est ça? Donc, il me semble que c'est évident. Mais si c'est évident, pourquoi qu'on les oublie? Pourquoi qu'on omet? Pourquoi qu'on faillit à la tâche? OK? Donc, il faut continuellement vivre ces principes-là, les incarner, les faire respecter et se mesurer contre ces principes-là. Ce sont les compétences, les normes de base qu'on doit respecter comme chef, peu importe notre domaine. D'autres questions? Oui? Comment est-ce qu'on traite les cas où des fois la direction est donnée, c'est clair, mais il y en a dans leurs initiatives, les autres qui voient, ils pensent bien faire, mais dans le fond, ils ne font pas bien. OK. Ces gens-là sont des collaborateurs, des collègues, ou des pairs, des subalternes? Des équipes virtuelles. OK. Donc, c'est des pairs, c'est dans le groupe. Et puis, quand on arrive comme ça, puis il y en a un là, qui tient mordicus à son idée, là. Et puis, évidemment, c'est pas lui le leader du projet, là, mais qui, consciemment, là, revient, puis on dit, ben là, arrête, là. Oui. Il faut le neutraliser. Il faut le neutraliser. Il faut essayer de lui faire voir la raison, mais à un moment donné, il faut le neutraliser. Neutraliser, pas dans le sens, là. Comme ils disent d'un film d'espion, neutraliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le rendre inefficace, il faut trouver une façon de découper l'herbe en dessous des pieds ou de la paix aux genoux, quoi que ce soit. Des fois, c'est pas drôle, c'est pas beau à voir, mais comme on dit, tu sais, une équipe, tu sais, comme on dit en anglais, ça prend 2 personnes pour danser. Bien, ça prend tous les membres de l'équipe pour faire une équipe. Sinon, c'est juste un groupe qui se promène un peu partout. Donc, il ne faut jamais oublier que l'équipe, ce qui fait qu'il y a une équipe, c'est qu'il y a un but commun. Il faut que les gens dans l'équipe qui participent doivent reconnaître le but commun et doivent l'accepter. S'ils n'acceptent pas ce but commun-là, ils sont un problème. Donc, et puis s'ils ne veulent pas voir la raison, ils ont été conseillés, on leur a demandé, et on dit, bien, à un moment donné, là, ça enlève des ressources, ça nous détourne de notre but. Bien, à un moment donné, il faut prendre des mesures. Ça peut être, on s'en débarrasse tout simplement, bien, on ne veut plus t'avoir dans l'équipe. On voit ça des fois, hein? J'avais même vu ça dans l'armée. On n'invite plus la personne à la réunion. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser autrement que juste de ne pas l'impliquer dans les décisions. Donc, des fois, c'est pas facile, mais il faut le faire. Mais ceci étant dit, c'est bon d'avoir un certain niveau de conflit, un certain niveau de discussion et un brassage d'idées, un choc d'idées. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'ils appellent en anglais le groupthink, hein? La pensée de groupe. Tout le monde est d'accord, puis là, on s'en va ensemble, comme les lemmings là, dans le Grand Nord. Là, on voyait ça sur Walt Disney quand on était jeune, qui tombaient à bord de la falaise. Bien, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que si tout le monde est d'accord tout le temps, ça ne marchera pas non plus. Il faut qu'il y ait un choc d'idées, il faut qu'il y ait un désaccord. Et puis ça, je vous le dis, même dans l'armée, il y a des désaccords. La différence, c'est qu'on dit, quand on a fini, on claque les talons, on salue, puis on sort. Puis là, c'est comme si c'était notre idée. Mais en comité, en confidence comme ça, on a le droit de discuter, on a le droit d'avoir des idées différentes. Donc, il y a un équilibre à atteindre. Il y avait une autre question. Non, il n'y en a pas eu gros. Non, peut-être 1 ou 2 exemples, mais c'est surtout parce que souvent, dans l'action, on voit les leaders, puis là, tout d'un coup, tu dis, je ne reconnais pas. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis on oublie ce qui est important, et peut-être juste de relater pourquoi on se retrouve dans cette situation. Pourquoi on se retrouve dans ces situations-là? Moi, je dirais le numéro 1, c'est l'ego. OK? Ça monte à notre tête. Où on se dit, bien, c'est moi le chef. Puis il y a des gens autour de nous qui vont dire, voyons, patron, là, vous pouvez vous permettre cet écart-là, c'est correct. Ou bien, vous allez être là, puis tu sais, c'est comme le... Vous vous souvenez d'un Pierre à feu, il y avait le méchant Fred Flintstone, puis
Fred Caillou, puis il y avait le bon Fred Caillou avec l'auréole autour de la tête, bien, on a ce débat-là à l'intérieur de nous. C'est simplement, on sait, mais on l'oublie parce qu'on se convainc que les gens ne découvriront pas, ou bien ça va être... Non, ça va être correct. C'est pas si grave que ça. Mais c'est grave parce qu'après ça, vous vous sentez coupable. Là, vous voulez compenser, puis là, à un moment donné, il y a une dérape. Il y a aussi, ça peut être le stress carrément. Si vous êtes trop épuisé, moi j'enseigne aussi le leadership en situation de crise, entre autres, et la gestion de risque. Une des choses comme moi qui est reconnue dans la gestion de crise et dans la gestion des mesures d'urgence, c'est le fameux phénomène de convergence. Tout le monde se rue sur la situation, personne ne veut s'en aller, tout le monde veut être collaborer, veut aider. Bien, si vous êtes dans une situation de crise ou dans une situation à haut risque ou à danger, il faut réaliser que ça peut s'éterniser. Ça peut durer plus que 3 heures. Donc, il faut prendre des mesures, ça fait partie du principe, s'occuper de ses subordonnés, s'occuper de son personnel et de soi-même. Donc, à un moment donné, il faut se reposer, il faut se laver, il faut être présentable. C'est pour ça que dans l'armée, ils disent, tu te laves à tous les jours, tu te rases, tu gardes les cheveux propres, ton uniforme, il faut qu'il soit propre, même si tu es dans la boîte. Tu te forces à avoir ces routines-là. Tu forces les gens à se reposer. Tu les forces à manger. Pourquoi? Pour pouvoir travailler sur le long terme. Il faut reconnaître, on parle aussi, connaître ses forces et faiblesses. Moi, je reconnaissais, j'avais besoin de 3 à 4 heures de sommeil par nuit. Mais j'ai connu des gens qui ils fermaient l'œil pendant 15 minutes, puis ils pouvaient marcher de même pendant des semaines. Je ne sais pas comment ils faisaient, c'est des machines. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Montgomery, à la Seconde Guerre mondiale, ça y prenait son 8 heures de sommeil. Peu importe ce qui se passait. Pendant la bataille en Afrique du Nord là, contre Rommel, à un moment donné, il y a eu le siège de Tobrouk en Libye. La ville a tombé. C'était les Australiens qui étaient là. Les Allemands, finalement, avaient pénétré dans les défenses de la ville de Tobrouk. Puis là, son chef d'état-major, il est allé voir, Guy de Guingamp, qui est allé voir Montgomery, il l'a réveillé, il dit, le siège de Tobrouk, les Allemands, ils viennent de pénétrer dans la ville, probablement la ville va tomber, et puis les Australiens sont là, ils tiennent encore bon, mais c'est précaire. Il dit, pourquoi tu m'as réveillé pour ça? Il dit, oui, mais je pensais que vous auriez voulu savoir. Il dit, il n'y a rien que je peux faire, on les a donné ce qu'ils ont besoin, j'ai confiance en mon commandant, je retourne me coucher. OK? Donc, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est la réalité. Churchill prenait son bain à tous les matins, même durant le Blitz à Londres. Ça répond à votre question? Y avait-tu d'autres questions? Bien, c'est juste une observation, oui. Si vous me permettez. Je ne veux pas partir à un débat, mais il y a des différences au niveau des générations. Moi, j'ai commencé à gérer, j'avais 30 ans, les gens plutôt plus vieux que moi, puis c'était relativement facile. Puis aujourd'hui, les 20-35 ans, c'est pas le même style de leadership, pas du tout. Il faut s'adapter à ces réalités-là. Pour ça, au niveau d'influence, les stratégies doivent être vraiment, vraiment différentes, peu importe les situations qui vont se passer. Bien, ce que nous, on a connu avec nos parents, puis nos instituteurs et tout ça, pourquoi je dois faire ça? Parce que je l'ai dit. Ça ne marche plus, ça. Ça marche plus. Pourquoi je dois faire ça? Bien, voici la raison. Mais ça ne change pas ces principes-là. Est-ce que ça change? Il faut quand même donner l'exemple. Il faut quand même informer les gens, leur donner notre direction. Il faut quand même les garder informés. Il faut quand même être compétent. La compétence qu'il y a 50 ans, de pouvoir communiquer directement avec les gens, être, disons, humain, était peut-être moins accentuée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accentué. Mais les gens veulent quand même que le chef dirige. C'est juste que c'est d'une façon différente. Il faut consulter. Et surtout dans un pays comme le Canada, le Québec, on est probablement une des sociétés les plus égalitaires sur Terre. Quand on fait des recherches au niveau international, le Canada ressort tout le temps comme étant la société la plus égalitaire sur Terre. En d'autres mots, tout le monde a son mot à dire, même s'il ne sait pas de quoi il parle. Donc, il faut doser aussi, mais vous avez tout à fait raison. Mais les principes restent pareils. C'est pour ça qu'on travaille au niveau des principes. Donc, pour conclure, il y a 10 principes de leadership. Ce sont des règles. Ce sont des règles de vie, si on veut. Et puis, on ne peut pas les contredire. Ils sont applicables partout et en toutes circonstances. Et exactement comme vous dites, même si les générations changent, les attentes changent. Et comme je vous ai montré, au Moyen-Orient, les attentes, ou en Mongolie, les attentes sont différentes d'ici. Mais il y a des attentes. Les gens ont des modèles de leaders, ils ont des gens qu'ils admirent.
Dans certains pays, il faut être beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus directif, dans d'autres, plus démocratique, plus participatif. L'important, c'est de reconnaître le besoin de la situation, et même au sein de notre société. Dans l'armée, c'est très directif, mais si je vis dans une université, puis je travaille dans une université, bien, c'est collégial, ça le dit. Tout le monde sont des collègues, il y a la liberté académique, on ne peut pas forcer les gens à enseigner d'une certaine façon ou quoi que ce soit. Donc, même au sein de notre société, il y a différentes approches. Ceux qui travaillent dans la recherche et développement ou dans le domaine artistique, il faut travailler en collaboration, il faut créer un foisonnement, tout un bouillonnement. On ne peut pas juste dire, toi, je veux que tu inventes ça. Mais non, ça prend de la créativité. C'est un différent type de leadership. Les principes restent pareils. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, dans le fond, de ce que ça représente, la sagesse militaire, que ce soit le leadership, la stratégie, l'organisation, la planification, la gestion. Et puis, surtout quand on combine ça avec des morceaux choisis, des aspects choisis de la science de gestion et de l'approche de management et de gestion qui sont enseignés, par exemple, ici au HEC ou dans le CRM ou quoi que ce soit, ça devient, il y a un effet synergique incroyable. Mais ce qui est à la base de tout ça, c'est la rigueur et la discipline. Donc, je peux vous aider avec ça. J'ai aussi mon livre que j'ai amené ici, et mon collègue Claude Jeannet se fera un plaisir de vous le montrer. Vous pouvez venir me voir après. Si vous achetez un livre, c'est 25 $ la copie, en passant. Et puis, éventuellement, il va y avoir une version en français, mais pas pour l'instant. C'est supposé de sortir sur Kindle incessamment, là. Mon éditeur a dit ça. Et puis, comme je vous dis, je suis aussi en train de travailler sur un autre livre. Et puis, il y a plusieurs façons que je peux travailler avec les entreprises, avec les organisations, que ce soit des OSBL ou des entreprises à profit, etc. Donc, le livre est là. Si vous voulez vous en procurer une ou plusieurs copies, si vous voulez un bulk buy, comme on dit, juste à m'en parler, puis on peut s'organiser. Et puis, je peux aussi dédicacer le livre si ça vous intéresse. Donc, je vous remercie.